Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle de l'éloquence. On va en parler avec Mouna Bizri, il est président fondateur de EQD. L'éloquence qui fait la différence, on fera le point avec lui à travers un événement qui aura lieu dans quelques jours. Le cercle RH, les stéréotypes filles, garçons, quel bilan, quelle priorité pour 2030? On en parlera avec deux expertes à l'auteur, origine d'un rapport de France Stratégie, Marine de Montaignac et Cécile Joly, chef de projet et justement co-autrice de ce rapport très intéressant. Fenêtre sur l'emploi, la perception de l'IA dans le recrutement. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les freins? Quels sont les biais? On en parlera avec Thomas Faure, il est Digital Marketing Manager chez Performance, SE à la fin. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'éloquence avec vous, Mouna Bizri. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, président fondateur d'EQD. On va en parler avec un événement qui aura lieu le 17 juin prochain. À Mogador. À Mogador, qui est un très beau théâtre du 9e arrondissement de Paris. D'abord, un petit mot sur vous, parce que j'allais dire, vous êtes médiatisé, vous avez raconté votre histoire, vous êtes atteint de 5 troubles, dont un bégaiement sévère. Et puis un jour, à l'école de commerce, il y a longtemps, vous dites, moi je vais m'inscrire au concours d'éloquence. C'est comme ça que, je dirais, votre combat démarre. C'est bien comme ça? Déjà, mon combat, il a commencé dès que j'étais jeune, où le simple mot était une barrière. Donc en seconde, la poésie, le sonnet de 16 vers, 10 minutes. C'est légèrement long. Mais à un moment, j'étais confronté, même à plusieurs moments, j'étais confronté à plusieurs situations. Est-ce que je veux que mes différences me dictent ma vie, ou est-ce que je veux dicter ma vie à mes différences? Et donc, j'ai choisi de leur dicter ma vie. 17 juin à Mogador, soirée gratuite, il faut le préciser, dans lequel, en fait, tous ceux qui sont différents et qui veulent s'exprimer, qui veulent prendre la parole, auront et peuvent avoir un espace pour faire partager leur quoi. J'ai mis combat, c'est le mot juste. Est-ce que vous avez décidé aussi, en prenant le contrôle sur ces handicaps, de mener un combat aussi? Au début, oui. Et puis après, on se rend compte que c'est pas un combat, c'est du lâcher prise. Du coup, c'est paradoxal, mais c'est vraiment être OK tel que je suis, et dès que je suis OK et que je ne veux plus corriger, mais que je veux juste être bien tel que je suis, en fait, beaucoup de choses changent. Est-ce que vous, à travers ce que vous nous dites sur ce plateau, à travers ce que vous avez traversé à titre personnel, vous ouvrez et vous dites à ceux qui nous regardent et qui ont peur et qui se sont cachés et qui n'osent plus sortir, osez, faites, essayez, tentez, c'est ça que vous leur dites? Mais c'est exactement ça qu'on fait avec l'éloquence de la différence, et c'est pour ça qu'on met tous nos tripes dans ce projet-là. C'est pour que les 30% de personnes en France qui ont un handicap puissent se sentir mieux au quotidien et conscience que c'est OK d'être différent, en fait. Le parcours, on voit que c'est Mogador, c'est l'aboutissement, grand théâtre, où le Roi Lion était joué. C'est une scène absolument incroyable, donc il y aura beaucoup d'émotions. Accompagnement, préparation, comment vous les prenez par la main, ceux qui disent, allez, j'y vais, je fais comme toi, Mouna, j'y crois, j'y vais? C'est vraiment en fait le cœur de notre projet. Donc là, il y a le grand événement qui est ce qui brille, mais c'est vraiment... Il y a un amont. C'est ça, c'est vraiment 3% de ce qu'on fait. Maintenant, on pilote 40 programmes d'éloquence. En 2022, on en pilotait 4. Et donc, c'est à la fois, il y a des programmes ouverts à tous, des programmes uniquement ouverts aux jeunes de 9 à 15 ans, ça c'est tout récent. Et après, il y a des programmes aussi vraiment orientés emploi. Et donc, on les accompagne sous un format entre 18 et 24 heures sur tous ces aspects-là.
parole. Et dans les programmes qui sont dans le scope pour l'événement annuel, on fait des sélections, ce qui rajoute un peu de piment. Concrètement, vous, aujourd'hui, vous en êtes où dans votre vie professionnelle? Parce qu'on a entendu que vous étiez jeté dans le bain bouillant à l'école de commerce. Puis depuis, on voit que vous avez des ateliers, des programmes et que vous tendez la main à des centaines de personnes en situation de handicap. Vous en faites un métier à temps plein, ou aujourd'hui, vous avez aussi à côté une activité dans une entreprise dans laquelle vous avez toute votre place? Alors, à base, j'étais consultant en stratégie en IA. En 2022, j'ai décidé de tout lâcher parce que je voyais un potentiel pour éloquence de la différence. Ce qui s'est avéré. En 2024, une directrice générale que je remercie vraiment pour son travail incroyable, merci Laetitia, est arrivée pour structurer l'association, mais aussi pour que moi je puisse faire autre chose. Moi je suis un entrepreneur. Donc en ce moment je suis en train de créer un autre projet qui s'appelle We Make the Diff et qui est une plateforme pour faciliter la déclaration du handicap en entreprise pour être safe et avoir un outil de gestion pour les RH. Donc la RQTH, comme on l'appelle en acronyme, se déclarer en fait. Mais au-delà de la déclaration administrative, c'est la déclaration, on va dire, humaine. Et accepter de le dire aussi. Et aussi être en sûreté. Parce que j'ai aussi eu des filles au moment où j'ai voulu être consultant. Donc le premier problème que j'ai voulu résoudre, c'était le Mouna dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est le Mouna dans la vie professionnelle. C'est ça. Donc toutes les étapes de votre vie et vous en bâtissez des projets merveilleux. N'oubliez pas, le 17 juin, Mogador, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, puis il y aura des moments d'émotion incroyables parce que tous ceux qui vont monter sur scène, quelque part, voilà, ils se sont battus pour arriver là et ils se sont engagés aussi. Merci Mouna Bizri d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau de télévision, président fondateur de l'éloquence de la différence. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous viendrez nous parler de votre projet, votre nouvelle plateforme puisqu'elle est en gestation, donc on n'en sait pas plus. On tourne une page, le cercle RH pour parler bien de l'égalité femmes-hommes, mais aussi des stéréotypes filles-garçons. Ça démarre dès l'école et il y a un rapport passionnant de France Stratégie. Bilan et perspective en 2030 et on accueille bien, les deux autrices de ce rapport, c'est Smart Job et c'est le débat. Le débat de Smart Job, le cercle RH pour parler des stéréotypes filles et garçons à travers un rapport central de France Stratégie avec bilan et perspective, puisque ce sont les priorités pour 2030, c'est-à-dire c'est demain 2030. Et j'ai sur ce plateau les deux autrices de ce rapport. Marine de Montaignac, ravie de vous accueillir. Vous êtes chef de projet, co-autrice du rapport France Stratégie. Alors France Stratégie, on parlera de Clément Beaune, puisqu'en fait il y a évidemment le Haut Commissariat et il pilote aussi le France Stratégie. Et puis Cécile Joly, co-autrice, chef de projet de ce rapport. Toutes les deux, vous êtes économistes. Alors l'une, économiste du travail, vous, économiste de quoi? Spécialiste dans les politiques sociales. Des politiques sociales. D'abord, un petit mot sur la manière dont vous avez construit. C'est une demande de France Stratégie d'y voir plus clair, de faire une photographie. Comment on s'y prend? On va dans les écoles maternelles, on s'assoit dans des écoles, on parle, on prend des datas, Comment ça marche? Alors, on a fait un rapport, nous, il y a 10 ans, en 2014, et donc on s'est questionné 10 ans plus tard où en est-on. Et pour faire ce bilan, on a utilisé plusieurs outils. D'une part, on a regardé les enquêtes d'opinion qui nous permettent d'en savoir plus sur justement où on en est dans les stéréotypes filles-garçons. On a également interrogé nous-mêmes des enfants de 11 à 17 ans, de 1500 jeunes, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on ne savait pas l'état des stéréotypes dans cette population, car elle n'était pas du tout documentée. On a également regardé les inégalités. Donc il y a un lien entre stéréotypes et inégalités, on y reviendra certainement. Et donc on a regardé où on en était en regardant 10 ans plus tard, est-ce que les écarts entre les filles et les garçons dans plusieurs domaines, le sport, la culture, l'orientation scolaire, etc., se sont accentués ou non. Et enfin, on a identifié des priorités
pour les politiques publiques d'ici 2030. On va y venir parce que le sujet dont vous traitez, qui peuvent démarrer dès l'école maternelle quasiment, ont des incidences dans le monde du travail, puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau, des actes sexistes, des propos sexistes qui semblent ne pas se réduire, bien au contraire, voire même augmenter. Sur la méthode, on vient de le voir, c'est croisement de data. Il y avait une demande de Clément Beaune, du Haut-Commissariat, de faire la photographie, où il y avait une volonté des chercheuses, des spécialistes que vous êtes, de pouvoir voir où on en était. C'est les deux ? Oui, c'est les deux. Et on avait vraiment une volonté de documenter ce qui s'était passé et on a été surpris par les résultats. On a été surpris par les résultats parce que, effectivement, dans les 10 dernières années, certains stéréotypes ont ressurgi de manière étonnante. En particulier, l'assignation du care aux femmes, donc le soin des enfants et des autres d'une manière générale. Les DRH aussi, qui est un de ces métiers plutôt dévolu aux femmes. Tout à fait. Et donc, à partir du moment où on s'occupe des autres, c'est dévolu aux femmes. Donc, c'est un stéréotype qui est très ancré et qui est très ancré dès l'enfance et l'adolescence et qui se manifeste aussi sur le marché du travail, puisqu'il va se manifester de deux manières. La première manière, c'est que ce sont les femmes qui vont s'arrêter de travailler, passer à temps partiel, qui vont mettre un peu la pédale douce pour pouvoir concilier vie familiale, vie professionnelle. Ouais. Et donc ça va avoir des impacts très importants sur leurs revenus tout de suite et puis jusqu'à la retraite. On arrive à la fin, mais dans les propositions, recommandations, il y a l'enjeu de la coparentalité, le fait que ce ne soit pas dévolu, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot, à la maman ou à la femme, mais que le papa aussi prenne sa part de responsabilité. Un mot, je suis allé sur votre site pour voir évidemment ce que ressortait, et j'ai vu cette petite phrase de Clément Beaune qui utilise et qui parle du numérique. C'est effrayant. Il explique en fait que le numérique, et ça c'est un élément fort aussi de votre étude, amplifie, démultiplie justement les stéréotypes de genre. Est-ce que ça, vous le confirmez? Est-ce que ça vous a étonné ou surprise? Oui, effectivement. Alors, ça nous a beaucoup étonnés. C'est un des nouveaux sujets qu'on a traités cette année. On s'est dit, dans la décennie, qu'est-ce qui a changé? Il y a une exposition très forte des enfants aux réseaux sociaux, aux plateformes numériques. On a cherché à savoir quel était l'effet sur la transmission des stéréotypes et on s'est rendu compte que on ne peut pas tirer un trait complètement sur je regarde quelque chose sur un réseau social et forcément je suis rempli de stéréotypes, mais malgré tout, on voit que c'est... Ça influence. Il y a des contenus sexistes qui sont vraiment très nombreux, qui sont donc soumis au regard d'enfants qui peuvent être très jeunes et qui sont véhiculés très fort et plus fort que dans la sphère médiatique traditionnelle parce que les plateformes ont un mécanisme à la fois d'algorithme qui permet de pousser certains contenus, TikTok notamment. Voilà, et également parce qu'ils ont un fonctionnement basé sur des likes, etc., qui amène à devoir quelque part s'approprier en fait ces stéréotypes pour voir nos contenus plus diffusés, plus appréciés des autres, etc. Donc plus puissant, Cécile, qu'un professeur qui, dans une classe, peut travailler, parce que les professeurs s'emparent de ces sujets, ou les instituteurs, des stéréotypes. C'est en fait, Internet est en train d'amplifier et de détruire, en fait, et de saper tout le travail de nos pédagogues. On n'a pas de preuve de causalité, mais effectivement, pour l'instant, on a une corrélation entre la résurgence des stéréotypes et la diffusion très massive auprès des jeunes et de plus en plus jeunes des réseaux sociaux avec des contenus qui sont avérés de sexistes. Alors, c'est pas des contenus illégaux, hein, c'est cette zone grise où effectivement on peut avoir une image donc soit très stéréotypée, voire dégradée de la femme en particulier. Et les enfants ils sont perméables, mais les adultes ils sont perméables. Et dans les classes, ce qu'on observe aussi, c'est que les enseignants eux-mêmes n'ont pas forcément les mêmes interactions avec les enfants et les adolescents selon qu'ils sont filles ou garçons. On le voit régulièrement sur ce plateau, on va plutôt ventiler les garçons vers les maths dès le CP, puis les filles, on va moins les emmener vers les maths alors qu'elles ont le même niveau en maths que leurs copains de classe. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Ça démarre tout petit en fait, ces enjeux de stéréotypes. Alors ça démarre tout petit, quand on dit ventiler, souvent c'est complètement inconscient. Hein. Ah oui, C'est pas du tout une volonté des uns ou des autres, Ouais. c'est plutôt que dans la manière dont même les jeux qu'on va donner aux enfants quand ils sont petits, la manière dont on va les encourager à s'approprier certaines activités, dont on va les renforcer aussi, on va renforcer leur confiance dans les interactions avec eux dans la salle de classe sur leur capacité en mathématiques par exemple, mais l'inverse est vrai pour le français et les garçons. Hein. Ouais. Ça va amener finalement à une prise de confiance en soi qui va être plus importante pour les garçons que pour les filles et puis
donc des écarts ensuite en termes de réussite scolaire dans ces matières. Vous avez fait cette photographie dont vous dites qu'à certains égards, elles vous ont étonné, les résultats vous ont étonné, dans le monde du travail, parce que projetons-nous un tout petit peu, vous évoquez les métiers du care dévolus aux femmes, mais ça veut dire aussi que tous les réseaux sociaux, regardés par les salariés, les managers, les dirigeants, ont forcément une incidence aussi dans leur manière de recruter, de faire des choix, de se comporter avec une femme au bureau et au travail. Enfin, Oui, je vais un peu vite en besogne ou Oui, vous allez un peu vite en besogne, mais c'est le jeu. On a aussi quelque chose qui est très symptomatique où on sait aujourd'hui que le sexisme, c'est une des premières discriminations sur le lieu de travail. Bien sûr. Et qu'effectivement, de toute façon, ça date pas des réseaux sociaux, hein. Cette assignation des femmes au care, et elle était très importante il y a 20 ans, hein, déjà. Et donc on a quelque chose... Amplifié par le numérique quand même. Pas nécessairement dans le monde du travail. Dans le monde du travail, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, Oui. mais ces efforts, ils sont donc beaucoup liés à la législation, qui, à mesure qu'elle se durcit, les entreprises en prennent compte. Elle est liée aussi aux tensions sur le recrutement. Donc, dans les métiers qui sont en tension, on fait plus d'efforts, mais quand la tension s'atténue, on fait moins d'efforts. Parce qu'effectivement, c'est très difficile de déconstruire les stéréotypes dans le monde du travail comme à l'école. Parce que tout le monde les partage. C'est pas les enseignants, les élèves, c'est toute la société. Pour les raisons c'est que les vous parents. évoquez. Parce que ça démarre dès l'école. Exactement. On est imbibé, entre guillemets, de cette Et culture-là. on a dans le monde du travail, de toute façon, un soupçon des femmes, pour les femmes, de désinvestissement professionnel à cause de la maternité, qu'elles aient des enfants ou qu'elles n'en aient pas encore. Et pourtant, je vous renvoie la balle, Marine, il y a quand même des textes, des lois qui permettent aujourd'hui aux papas de prendre des congés paternité, d'avoir 11, 12, je ne sais plus combien de jours, mais en tout cas des jours. On s'aperçoit quand on regarde les chiffres que les papas ne le prennent pas. Demandent une dérogation pour dire j'ai pas le temps, je peux pas le faire, j'ai plein de travail, enfin globalement. Alors, donc sur la période, il y a un peu plus de papas qui le prennent qu'il y a 10 Ça ans. progresse Donc, légèrement. On est à 2/3, donc ça c'est plutôt un progrès sur la décennie. Vous disiez ça commence à l'école, en fait ça commence effectivement même dans le foyer à la naissance de l'enfant. Et donc la volonté, enfin l'important c'est de donner peut-être une place plus grande au papa via le congé paternité. Nous, on propose d'ailleurs de l'allonger pour qu'il puisse être plus présent durant la petite enfance et que derrière, avec d'autres mécanismes qu'on pourrait mettre en place, il y ait un meilleur partage des tâches domestiques, des tâches parentales et que la mère puisse, si elle le souhaite aussi, investir davantage le milieu du travail. Pour vous faire sortir de votre zone de confort, on évoquait les enjeux du numérique, et le numérique, on en parle presque pour tous les sujets, et notamment sur votre sujet, mais on peut le mettre partout. On le canalise, on le limite, on le freine, on range le téléphone dans les classes pour pas qu'on... Comment on fait là avec le numérique dont on dit, dont Clément Beaune, peut-être pas vous, mais Clément Beaune sur votre site dit, il y a une amplification en fait de ce sexisme et de ces stéréotypes. C'est un instrument de construction massive des stéréotypes et ça. d'amplification. On est Nous, on d'accord. n'a pas documenté en fait les outils qui sont à utiliser. Nous, on fait des propositions là-dessus. Ça serait une proposition à faire ? Les propositions que nous, on a fait, c'est qu'on pense qu'il faut déjà mieux documenter quels sont ces contenus qui circulent. On parlait tout à l'heure des contenus gris. Donc, on dit qu'il faut faire un suivi annuel tous les ans, regarder les 100 contenus les plus vus. Ensuite, Que l'on n'a pas. On n'a pas encore de photos là-dessus. Hein. On a le HCE qui avait une fait fois. le haut commissaire. Voilà. Et donc, on se dit qu'il faut un suivi plus fréquent, donc tous les ans, annuel. Regarder quels sont les contenus sexistes qui sont véhiculés. Et là, on aura un outil, une objectivation pour dire aux plateformes, écoutez, voilà, oui, effectivement, il y a des choses qui sont véhiculées qui ne devraient pas l'être. Pour dire aussi aux régulateurs qui est aujourd'hui au niveau européen, il y a des enjeux et il faut intervenir. Du coup, Vous êtes d'accord ? on dénonce et on fait du name and shame. Pour l'instant, c'est essentiellement ça qu'on a. Et dans les classes, on a la volonté aussi de former davantage les enseignants qui ont une formation initiale sur les stéréotypes. Mais il faut une formation continue puisqu'on a une grande partie des enseignants qui sont déjà en place, c'est 1 million de personnes, donc c'est pas juste rien, et qui n'ont pas forcément le temps de se former, et c'est pas facile de déconstruire les stéréotypes. Donc il y a évidemment les stéréotypes sur les réseaux sociaux, mais aussi les comportements des uns et des autres, et des enseignants eux-mêmes, mais des parents qui vont orienter en fait leurs enfants. Donc les filles plutôt dans le care et les humanités, et les garçons dans la technique et la science. Et ça ne bouge pas, ou ça bouge très peu
dans cette Et on orientation. le voit aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. On le voit dans les écoles d'ingénieurs, évidemment. Et donc, on a une minorité de filles, ce qui est une catastrophe, à la fois parce que la révolution numérique, elle est centrale dans l'économie et dans la société, mais aussi parce que ça crée des pénuries de main-d'œuvre. Puisque, Et même des billets, dit-on. et en plus, les filles, elles y vont pas. Donc, elles y vont pas à l'école. Ensuite, même quand elles y vont, quand elles sortent d'école, elles se réorientent C'est vrai. parce que c'est des milieux très Je suis masculinisés. ingénieur, mais je suis devenu DRH. Exactement. Et puis, quand celles qui exercent dans le numérique, elles finissent des fois par être dégoûtées, par en partir. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Concrètement, le gouvernement, il y a quand même des sujets qui sont à la fois extrêmement importants et sérieux et dont on ne sait pas vraiment comment les attraper. J'ai envie de dire sur le plan législatif, sur le plan politique. On voit qu'il y a un sujet d'éducation et on voit qu'il y a un sujet de formation. C'est aux politiques de s'emparer de cela ou c'est d'aller voir les parents, les instituteurs, tous ceux qui sont des leviers éducatifs? Alors nous, on dit qu'il faut une politique forte, durable, de lutte contre les Donc stéréotypes, en classe, et transversale, voilà, qu'en et pas classe. qu'en classe. en entreprise. Globale. Et donc, nos propositions portent sur. Nous, on dit qu'il faut renforcer vraiment, au niveau de la petite enfance, on vient d'en parler tout à l'heure, Ouais. le partage pour la parentalité, à l'école, dans les choix d'orientation, davantage de mixité aussi dans l'emploi, et puis la sphère du numérique. Mais il faut aussi, bien sûr, continuer les actions de formation, de sensibilisation des personnes qui sont en lien avec les enfants. Il y a aussi les éducateurs sportifs, etc. Mais il y a des actions qui sont en cours, hein, voilà. Et il y a d'autres actions qui sont prévues par le gouvernement qu'il faut continuer. Mais nous, on insiste sur l'importance d'ici 2030 sur quelques sphères qui nous paraissent prioritaires et que je viens de nommer. Mais 2030, ça me paraissait très loin, puis en fait, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans et ce qui manque, c'est la lutte contre les stéréotypes. On l'a dit toutes les deux, c'est une lutte qui est difficile et qui est toujours à recommencer. Pas lâcher. Et donc, il ne faut pas lâcher. Dans un contexte aujourd'hui un peu compliqué de Dans un radicalité contexte, politique. Où l'environnement international n'est pas favorable Oui. et où on constate, encore une fois, nous, on ne s'attendait pas nécessairement à trouver ce résultat, où on a une résurgence des stéréotypes. Donc, il faut aller plus loin, plus fort. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais il faut avoir une continuité dans les actions Pour compenser. pour compenser, Bah oui. puisqu'on est à un moment charnière et où on se dit que si on ne fait pas cet effort, on peut avoir une vraie régression. Et puis, Un dernier mot. oui, ce sont vraiment les stéréotypes, le terreau des inégalités. Donc, on ne peut pas atteindre l'égalité femmes-hommes si on ne s'attaque pas à la racine, Vous l'évoquiez. ce qui les génère. Ouais, effectivement, avec un creuset Oui, c'est autour ça. des familles précaires, avec ce sujet-là est posé aussi dans votre rapport. Alors là, on n'est pas particulièrement sur les familles précaires. Là, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait l'enjeu des stéréotypes qui vont générer des inégalités, mais aussi les inégalités qui vont finalement alimenter, nourrir ces stéréotypes. Et c'est plutôt en ce sens qu'il ne faut pas mener une lutte que pour l'un ou que pour l'autre, mais bien une lutte jumelée Merci. en mettant les stéréotypes de l'avant. Merci. Il faut Ah, vous traiter lâchez plus. toutes les sphères de socialisation des enfants, puisque les enfants, ils regardent, ils absorbent et ils regardent. Allez donc jeter un œil, plus qu'un œil d'ailleurs, allez lire ce rapport qui est un travail scientifique mené par des chercheuses, économistes pour toutes les deux, rapport de France Stratégie sur bilan perspective de ces stéréotypes, le genre filles et garçons. C'est une photographie passionnante. Merci à vous Marine de Montaignac, merci à vous Cécile Joly, co-autrice de ce rapport. On tourne une page fenêtre sur l'emploi, nous sommes très en retard et j'accueille mon invité. On parle de l'IA justement, qui est un sujet intéressant. IA, recrutement, ils font bons amis ? Fenêtre sur l'emploi, sur l'IA et les recruteurs, la perception de l'IA dans le recrutement. On en parle avec vous, Thomas Faure, Digital Marketing Manager chez Performance SE, qui est un éditeur d'évaluation des soft skills, avec une étude qui est très intéressante. En une phrase simplement, et vous allez le développer, les candidats sont vraiment très mûrs à l'utilisation de l'IA, ils n'en ont pas peur. Dans votre étude, on voit quand même que les RH se crispent un peu plus. Est-ce que je résume bien l'étude ? Alors, c'est assez bien résumé, mais en fait, les deux côtés ont confiance en l'IA, mais on remarque en fait qu'il y a plus de confiance côté candidat que côté responsable RH. Et en fait, ce décalage-là, ça indique que les responsables RH vont avoir une tendance à surestimer les craintes et donc à freiner leur usage de l'IA, alors qu'il faudrait juste plus assumer l'utilisation de l'IA dans le recrutement, mieux informer, et là, on lèverait peut-être les freins, surtout pour les responsables. Arrêtez-moi si je me trompe, Thomas, mais les candidats peuvent, en un clic,
envoyé des centaines de candidatures. C'est-à-dire que globalement, ils ont compris l'outil, mais on est un peu quand même. Je vais acheter mon hamburger, quoi. Il y a un petit côté conso avec l'IA, non? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? L'IA dans les pratiques RH, ça arrive sous plusieurs formats. Donc là, il y a un format où CV, il y a voilà, où l'IA automatise en fait le tri des CV, la génération de candidatures ou même l'aide à la rédaction de feedback. Et puis après, il va y avoir 2 autres formats. Il y a l'IA conversationnelle qui va permettre, peut-être sous forme de chatbot ou d'avatar, donc d'évaluer des hard skills. Maintenant, on en est là. Oui. Et il va y avoir l'IA générative qui va aller plus loin, qui va justement accompagner la réflexivité du candidat, donc l'aider à comprendre en fait ses résultats. Et ça va aider l'évaluateur à se recentrer, donc les professionnels RH, à se recentrer sur des rôles plus stratégiques. Ça va les accompagner, ça va amplifier. Donc ça veut dire, ça c'est côté RH, il s'appuie sur des outils. Je précise quand même que l'IA Act a fixé quelques cadres, et ça impacte forcément l'étude, avec des outils à ne pas utiliser. Oui. La reconnaissance faciale, enfin il y a quelques outils interdits, on est d'accord. Oui. Enfin, c'est pas encore défini. En tout cas, moi je suis pas au courant En tout cas, ça monte sérieusement. Ça monte. Et ce qu'on voit, c'est que l'IA, elle est admise quand elle accompagne. Elle est moins admise quand elle évalue ou quand elle tranche. Exactement. En revanche, l'objectivité côté candidat, ça m'intéresse. Les candidats n'ont pas peur de l'IA parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de biais, qu'ils ne seront pas jugés par un humain qui aura des biais. Parce que c'est ça que ça dit, objectivité 72% versus 46% côté projection RH. On voit que les candidats, ils sont très demandeurs de l'IA. En fait, il y a un énorme paradoxe dans l'IA et les pratiques RH qui est que c'est le paradoxe de l'objectivité. Il y a 72% qui veulent et attendent que l'IA soit objective, et en même temps, il y a 50% qui ont peur que l'IA reproduise les mêmes biais cognitifs humains. Et ça montre en fait que l'objectivité de l'IA, ça ne peut pas être une promesse qui est technique. Ça ne peut pas être promis par l'outil. Oui. Elle doit être expliquée, elle doit être articulée et incarnée en posture humaine. Ce que vous dites dans votre étude d'ailleurs, qui vient contrecarrer les 72%, c'est que l'inconvénient perçu par les collaborateurs, on le découvre dans l'animation, 76% c'est le traitement impersonnel, bon ça d'accord, c'était vrai pour le numérique en général, 64% manque de transparence, ça devient passionnant, et 53,3% c'est biais ou erreur. Donc vous évoquiez comme la moitié qui considère que c'est une machine qui peut faire des erreurs. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On estime qu'elle va être plus objective, mais en fait, on a peur qu'elle reproduise les mêmes biais. Et c'est là où il faut s'ouvrir à des IA en fait, qui vont être spécialisées en psychométrie, qui vont alerter sur ces biais. Donc en un mot, cette étude, elle montre déjà d'une manière globale que l'IA est en train de prendre une place de plus en plus importante, qu'on soit réticent ou pas, elle prend une place importante dans le recrutement. Ça arrive doucement, mais sûrement, parce qu'on voit qu'il y a un RH sur 4 qui a déjà utilisé l'IA pour évaluer un candidat. Donc, c'est pas massif, mais la tendance est là. Et sous les autres formats, c'est beaucoup plus présent, on va dire. Voilà, ça arrive et l'utilisation va se démocratiser. Étude passionnante qui ne sortira que dans quelques jours, au mois de juillet. Vous êtes venu nous la dévoiler. Elle est sous embargo, mais on a quelques éléments de cette étude à découvrir. Elle sera ouverte et présentable à partir du 2 juillet. Étude réalisée par Performance, SE à la fin, éditeur et d'évaluation soft skills. Merci Thomas Ford d'être venu nous rendre visite, Digital Marketing Manager. Je vous laisse filer, comme on dit. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Nicolas Juchat, merci à Mani à la réalisation aujourd'hui, merci à Thibaut au son, merci à vous et merci à toute l'équipe de programmation évidemment, et merci à vous pour vos messages, votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.